La première partie, je vais essayer de montrer comment, entre 1977, date de la parution de ce petit ouvrage que nous avions fait avec Jean Castex et Jean-Charles de Paul sur l'îlot, comment un certain nombre de questions avaient été abordées, d'autres pas, mais qu'on a abordées depuis. Donc un peu une petite évolution de nos réflexions sur cette question-là. La deuxième partie, c'est l'étonnement finalement que cette question qui était un peu tombée en sourdine, hein, je veux dire que ça n'intéressait plus grand monde, à part quelques historiens, et dans les écoles d'architecture, en tout cas, ça intéressait de moins en moins de personnes. Bien. Et puis alors d'un seul coup, pof, là, ça, comme un bouchon qui explose de champagne. Tout le monde se dit, mon Dieu, on parle l'îlot, est-ce que ça existe encore, l'argilo, macrolo, etc. Donc je vais essayer de mettre un tout petit peu d'ordre peut-être dans cette question actuelle. Et puis la troisième partie qui pourra d'une certaine façon correspondre un peu au titre, consistera à se poser quelques questions sur cette histoire de l'îlot. Ouais, cette histoire de l'îlot dans la ville durable. Sous-entendu, je fais l'hypothèse qu'à peu près tout le monde partage l'idée qu'il serait bien d'arrêter de trop gâcher. Donc peut-être on peut parler un peu d'économie, pas au sens où on l'entend à la radio et à la télévision tout le temps en ce moment, mais simplement au sens traditionnel du terme, quoi. Essayons de ne pas gâcher. Voilà, et puis j'essaierai dans un petit peu moins d'une heure et demie de là, une heure et quart à peu près, j'essaierai d'arriver à une conclusion. Si d'ailleurs il y en a un certain nombre qui sont pressés, ils seront partis déjà avant. Et généralement, le mouvement léger de ceux qui ont vraiment très faim me dit qu'il est temps de s'arrêter. Donc à ce moment-là, je suis assez capable de chanter une partie pour arriver à la conclusion. Ne vous en faites pas, on y arrivera. Voilà, ça c'était l'introduction. On commence un peu plus sérieusement à la suite. Oui. Peut-être même vais-je être obligé de me lever, de faire un petit dessin. Alors, les années 60 et les années 70 me semblent être traversées, ou me semblent avoir été traversées, en tout cas en France, et en tout cas pour les gens de ma génération, par une interrogation qui était quels sont les rapports entre l'architecture et la ville ? Je ne peux pas remonter trop loin, mais quand j'ai fait mes études à l'école des Beaux-Arts, les sujets des projets qui nous étaient donnés étaient toujours sur un terrain idéal, qui était généralement un rectangle, quelquefois un carré, mais le plus souvent un rectangle, à peu près homothétique des panneaux sur lesquels on était censé rendre des projets. Et le rectangle, en général, était desservi au nord par une route secondaire. Et il avait souvent aussi une pente légère ou plus brutale selon les sujets, qui descendait vers un lac, la mer, où on ne savait pas. Bon. Les seuls terrains plats, c'était les terrains industriels. L'usine est toujours sur un terrain plat, enfin, dans les beaux-arts que j'ai vécu. Donc, au bout de plusieurs années de ces exercices, la question de la ville, c'est-à-dire la question auquel on pouvait se trouver confronté par ailleurs dans notre pratique d'aller travailler un peu dans des agences pour gagner quelques sous, là, d'un seul coup, les gens vous disaient, mais voilà un terrain, et puis il y a des règles d'urbanisme, etc., ce dont on ne nous parlait absolument jamais à l'école des Beaux-Arts. Et d'ailleurs, on n'en parlait pas non plus à l'Institut d'urbanisme que j'ai fait après, en trouvant que l'école des Beaux-Arts manquait un peu d'intérêt pour la ville. Mais l'Institut d'urbanisme non plus ne parlait pas de ça. Donc, c'est curieusement, les gens de ma génération se sont posés des graves questions et ont essayé de se demander quel était le rapport qu'il y avait entre le bâtiment et la ville. Comment est-ce qu'on pouvait faire une ville avec des bâtiments, ou comment est-ce que simplement un bâtiment venait s'insérer dans une ville, et ce qui peut vous sembler évident, parce que depuis, il y a eu un certain retour de balancier, mais qui en tout cas ne l'était pas à l'époque. Et donc, en réfléchissant sur tout ça, alors, à l'occasion d'un certain nombre de petites études, de petites commandes, donc je vais gentiment vous raconter une partie de mon existence, et peut-être un premier dessin. En 1971, on a fait pour l'atelier parisien d'urbanisme, vulgairement appelé APUR, une étude sur le tissu urbain de quelques quartiers du nord-est parisien.
sur lesquels la ville de Paris et un certain nombre de gens pensaient que finalement tout ça était le tissu était un peu fatigué, on aurait bien pu tout raser et faire de belles opérations pour continuer ce qui avait été déjà commencé dans d'autres quartiers de Paris, c'est-à-dire quand même il y avait un plan directeur qui protégeait en gros le centre historique, et il y avait l'idée qu'à partir de la périphérie, en venant jusqu'au centre et en évitant quand même les monuments les plus célèbres, on pouvait remplacer tout le tissu ancien de bâtiments plus ou moins hauts, allant entre 4, 5, 6, 7 étages, par un tissu plus propre dans lequel on aurait planté un assez grand nombre de tours. Il y avait un débat pour savoir s'il fallait ou pas voir les tours derrière Notre-Dame quand on était au Panthéon, enfin des trucs comme ça, mais c'est pas beaucoup plus. Donc on a fait dans cette étude... Généralement, quand je dis on, ça veut dire que c'est des travaux que j'ai faits dans tout le début de ma carrière, que je faisais avec Jean Castex et quelques étudiants qui voulaient bien, pour de modestes deniers, nous accompagner dans cette aventure. Et ça a été d'une réflexion sur la parcelle et d'un petit dessin qui a eu une certaine postérité, si on veut dire, où on avait regardé dans le 18e arrondissement, et plus exactement rue de Torcy, une parcelle, et puis en rentrant dedans, ce qui à l'époque était possible, il n'y avait pas de digicode ou de choses comme ça, on s'était aperçu d'une chose, c'est qu'il y avait un bâtiment principal qui était le long de la rue, un truc qui fait à peu près peut-être 15 ou 18 mètres de large, et puis qu'il y avait des petits bâtiments qui étaient venus... On voyait très bien que, sans faire de l'archéologie, que des petits bâtiments étaient venus se coincer ici, puis que là, il y avait un autre bâtiment qui était venu s'adosser au mur arrière, et puis que ce bâtiment avait été complété un jour par un autre bâtiment qui était un peu bricolé, et puis qu'il avait un retour ici. Et donc, on en était arrivé à cette idée assez simple que la parcelle, c'était une unité foncière, une unité de propriété du sol, mais que cette parcelle était en même temps le lieu d'une certaine autonomie des bâtiments. Une fois que le bâtiment est construit sur sa parcelle, éventuellement mitoyen d'un autre bâtiment ici qui est sur une autre parcelle et qui vit sa propre histoire, il y a une espèce de logique, et que ce cadre de la parcelle était le lieu où pouvait se faire une évolution assez tranquille au coup par coup, au cours des âges, avec des moyens plus ou moins importants, une évolution des bâtiments. Voilà, ça c'est première idée. Un des rapports entre le bâtiment et la ville, ça passe par le terrain sur lequel on travaille. Et ce terrain, alors il y a des gens, il y a des beaux esprits qui m'expliquent que la parcelle n'existe pas. J'attends qu'on me le prouve. Et la meilleure explication d'ailleurs, la meilleure, oui. Pourtant c'est quelqu'un que j'aime bien, mais enfin je dirais pas qui me dit, la meilleure preuve d'ailleurs, tu vois, dans les grands ensembles, il n'y a pas de parcelle. Outre que c'est faux, il y en a une, elle est très grande. Et tout le monde s'en fout. Mais indépendant de ça, je lui ai quand même dit, oui, c'est sans doute, mais justement, c'est quand même un des endroits où ça marche mal. On ne peut pas dire qu'en ce moment, l'héritage des grands ensembles soit tellement heureux qu'on se dise, voilà, il n'y a qu'à continuer comme avant. Donc, il n'y a pas de petites parcelles dans les grands ensembles, sauf quelques petites parcelles oubliées au milieu des chaussées de temps en temps, mais la dimension du terrain sur lequel on travaille est quand même une des données sur lesquelles il faut réfléchir si on veut essayer de concilier un peu le travail de projet architectural avec la construction de la ville, et si on veut se poser pas seulement une question comment poser son bâtiment quelque part, mais se poser cette question extrêmement simple, mais au fait, est-ce que le cadre que l'on a fait permettra à ce bâtiment d'évoluer un peu par la suite? Donc, voilà, 71, on peut se dire qu'après tout, on avait mis le doigt sur cette question. Et ça nous a entraînés, à faire ce petit travail de l'îlot à la barre qui, je le résume par un schéma que j'ai plusieurs fois utilisé et qui n'est pas de moi, mais d'un architecte urbaniste allemand qui s'appelle Ernst May, et qui fait ce schéma dans lequel il dit, voilà, en gros, il y a un îlot ancien avec des parcelles qui s'assemblent plus ou moins bien. Et puis, évidemment, dans les bâtiments, il y a des parcelles, mais si je pourrais les dessiner, finalement, ça serait bien. Hein, ça serait mieux. Je ne devrais pas me mettre au bord, je vais finir par tomber. Voilà. Et puis là-dedans, il y a des bâtiments, généralement à l'alignement sur les rues, puis de temps en temps un peu dans les... Bon, ça va bien. Et tout le monde pense que, avec des géométries un peu différentes, c'est le XVIIIe siècle, c'est un peu rationalisé
et nettement plus dense, Haussmann à Paris, Otto Wagner à Vienne, enfin, bon, voilà, on en fait comme ça des centaines et des milliers dans le monde d'îlots dans lesquels il y a du bâti, des cours, plantés ou pas plantés, des rez-de-chaussée commerçants, des choses comme ça, puis tout le monde est content, jusqu'au moment où il y a de beaux esprits qui disent oui, c'est gentil tout ça, mais c'est pas très hygiénique, et donc on pourrait faire quelque chose dans lequel on aurait un peu plus d'air. C'est l'époque où on découvre quand même qu'il y a quelques maladies, dont la tuberculose. Et donc on dit, voilà, on pourrait faire des bâtiments qui seraient comme ça le long des rues et on supprimerait toutes ces petites parcelles avec ces petites choses qui, quand elles se grandissent, ça devient affreux parce qu'on finit par... voilà, la parcelle finit par se combler complètement. Il ne reste plus qu'un petit passage. Il y a des ateliers, du bruit, des eaux sales, etc. Et ça devient affreux. Et tout le monde dit, mon Dieu, c'est pas possible de vivre là-dedans. Et donc, on nettoie et on fait ce qu'on appelle un curtage pour redonner la dimension d'origine. Alors, après ce genre d'expérience, ben voilà, on pourrait simplement faire au contraire, dès le début... Ça y est, j'ai perdu ma bonne craie, excusez-moi. Dès le début, quelque chose, je dessine à peu près le schéma d'Ernest May, dans lequel on dirait, voilà, il y a de grandes cours-jardins, des cours-jardins plus petites, des bâtiments qui peuvent être découpés en plusieurs morceaux, mais qui n'ont plus, comme ici, un bout de terrain qui soit vraiment le leur. Donc on commence à être dans un tissu dans lequel il y a moins de capacité d'évolution, plus d'observation des uns ou des autres chez les voisins, plus de contrôle parce que, en fait, là, on peut rentrer en voiture ou à pied et en vélo, etc. Et puis ça, on pourrait dire, voilà, c'est à peu près ce qui se passe en France. Ça va donner les HBM, ça va donner du logement social anglais du début du XXe siècle. On va en retrouver également en Allemagne, en Autriche, enfin un peu partout, avec des formes différentes, avec des tailles différentes. Mais enfin, c'est une pensée finalement hygiéniste dans laquelle on abandonne un peu le tissu resserré de la ville précédente. Et puis, on franchit un pas parce qu'il n'y a aucune raison de s'arrêter en chemin. Et donc, un peu plus tard, un certain nombre de personnes, au nom desquelles on pourrait dire Walter Gropius, Ernst May, qui a fait ce schéma-là, etc., expliquent que tout ça, c'est bien, mais il y a des recoins dans lesquels il y a de l'ombre, il y a des cours qui, quand même, malgré tout, restent trop petites, et que finalement, l'idéal serait de faire des grandes barres d'habitation qui peuvent être en étage ou qui peuvent être des maisons avec un petit étage au-dessus, R+1, R+2, et qu'on pourrait faire des grandes barres qui seraient toutes nord-sud, ce qui fait que comme ça, il y aurait toujours du soleil qui passerait sur toutes les faces. Et puis, on continue néanmoins à avoir des petits lopins de terre comme ça, et donc une division centrale. Et puis, voilà. Je ne vous dessine pas la fin si j'allais pas. C'est pareil. Donc, on a un tissu qui se simplifie encore parce que, du coup, le soleil peut rentrer partout et donc tout le monde va s'en trouver beaucoup mieux. Ça marche assez bien, ça, avec des formes un peu plus audacieuses. Ça peut même donner la cité-jardin anglaise, mais ça donne beaucoup de quartiers de maisons en rangée dans le nord de la France, en Belgique, en Hollande, dans le nord de l'Allemagne, etc. Bon, c'est donc quelque chose qui fonctionne assez bien. Puis, au bout d'un certain temps, néanmoins, parce qu'il se passe des choses, les habitants sont terribles. Il y a une chose qui est affreuse avec les habitants, c'est qu'ils aiment toujours avoir un peu plus que ce qu'ils ont. Donc l'idée qu'ils ont un appartement ou une petite maison pas très grande, tôt ou tard, ils agrandissent ici, celui-là agrandit là, etc. Et on se retrouve dans la même histoire que là, même si c'est en maison individuelle. Et alors, on a cette idée que, dans les années un peu plus tardives, mais assez vite, parce que les idées évoluent rapidement, on va se dire que ça serait mieux de mettre toujours les barres dans le même sens. Voilà, je vais faire comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est bien propre. Voilà, c'est mieux. Tac. Et chacune a son petit jardin sur l'arrière avec un passage, donc une petite ruelle ici, une petite ruelle ici. Toc, 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 toc. Même orientation à tout point de vue. C'est-à-dire qu'on rentre toujours du côté est ou du côté ouest, on a toujours le jardin de l'autre côté, le nord est toujours en haut de la feuille parce qu'il n'y a pas de raison, etc. Là, on a... Voilà, donc ça, c'est le schéma d'Ernest May qui
résume à peu près le petit livre qu'on a pu écrire sur les transformations des îlots de quelques villes entre Haussmann et les années 40. Et à vrai dire, quand on avait proposé cette recherche au ministère de l'époque, qui devait s'appeler le ministère de la Culture, on avait été reçu par un chargé de mission qui nous avait... Et on voulait s'arrêter là. Et il nous avait dit quand même, c'est ennuyeux, vous comprenez, pour financer le ministère de la Culture de la France, vous ne pourriez pas terminer sur un architecte français. Alors on a dit, pourquoi pas. Mais c'était comme ça, on n'avait pas beaucoup de temps. Bon, on avait dit, on va prendre Le Corbusier. C'était assez simple. Du coup, ils étaient contents, parce que ça faisait bien quand même. Bon. Et donc, notre dessin, le dessin d'Ernst May, s'arrête là. Et puis, par la suite, on avait rajouté un chapitre, si on peut dire, comme ça, dans lequel il y avait Le Corbusier. Lui, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous le connaissez mieux que moi. Hein. Il est là, quoi. Alors lui, il a simplifié le truc. Voilà. Et ça a eu une postérité assez grande. Non pas ce petit dessin que je fais, mais cette idée-là, que finalement, on pouvait abandonner toutes ces vieilleries pour rassembler tout ça dans un gros bâtiment qui serait posé sur des pilotis, qui laisserait donc le vrai sol et la nature passer en dessous. J'ai vu le sol et la nature passer sous les bâtiments à Rio de Janeiro, dans les bâtiments qu'a fait Lucio Costa à une certaine époque, mais le climat tropical humide de Rio est favorable à ça. En France, je n'ai pas vu très souvent la nature passer comme ça gentiment sous les bâtiments. Enfin, ça fait rien. On en met un peu sur le toit aussi, et donc tout le monde est content. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de mon affaire, qui était en gros essayer de comprendre un peu comment les choses se faisaient et comment petit à petit l'évolution des idées et des théories sur l'architecture avait détaché le bâtiment de ses voisins. Et puis, parce que finalement, là, je l'ai encore mis dans un rectangle pour qu'on puisse le comparer, mais il peut être un peu n'importe où, ce bâtiment. Il entretient avec ses voisins des relations qui sont assez distantes, malgré tout. Voilà. Et on s'en était arrêté là, en 1977. Vous voyez qu'on a encore un peu de temps. Et je dois dire qu'à ma surprise agréable, il faut bien l'avouer, ce petit travail a été assez bien reçu. Nous, on avait fait ça modestement dans notre coin en pensant que on avait envie de raconter cette histoire qui nous avait frappé à l'occasion d'un certain nombre de voyages qu'on avait pu faire dans le début de notre vie d'enseignant avec quelques étudiants qu'on avait traînés voir du logement social allemand, anglais, hollandais, italien, enfin bref. Et puis ça a bien marché. On a même eu le droit à voir dans Le Monde un petit papier de Frédéric Edelman, qui était à l'époque, comme il a à peu près mon âge, voilà, on était jeunes à l'époque, donc il avait dit que c'était un repère intéressant dans le désastre de l'urbanisme contemporain. Il parlait des années, de la fin du milieu des années 70. Depuis, on a fait beaucoup de progrès. Donc. Alors en même temps, donc on était très contents. En même temps, on avait évidemment la conscience qu'il y avait beaucoup de choses dont on n'avait pas parlé. On avait une espèce on se trouvait pas bien. On se dit mais quand même dans cette histoire-là, par exemple Cerda, on peut pas il est en même temps. Cerda, il est contemporain d'Haussmann exactement, et il fait un projet qui ne se réalise pas tout à fait comme il l'avait prévu, mais qui est beaucoup plus près de la fin. Donc on se dit que ce n'est pas si simple que ça. L'évolution qu'on a décrite, ça explique les choses un peu rapidement. Les cités jardins anglaises dont on avait parlé, elles ouvrent la porte à des tas d'autres choses. Et donc, voilà. Et puis comme on était enseignant à Versailles, et que Versailles est un château assez connu sur lequel, alors là, le nombre de livres, de thèses sur le château de Versailles, ça a quoi de remplir pas mal de rayonnage d'étagères, mais alors sur la ville de Versailles, il y avait assez peu de choses, et donc on s'est passionné pour l'étude de la ville de Versailles. Et là, paf, je me lève, il va y avoir un deuxième schéma, mais il ne faut pas que je me trompe, parce que sans ça, je vais... Et alors, là, on avait regardé des échantillons de tissu, mais pratiquement sans se poser trop, enfin en se posant assez rarement. Ah oui, vous avez vu, comme je suis écologique, j'utilise même une face récupération-recyclage, hein. Bon, et après ça, je le jette dans une poubelle spéciale où tout ça va aller. Voilà. Bien, alors, et à Versailles, on s'est
évidemment reposé dans un tissu qui était plus ancien que le tissu fin 19e siècle, disons Haussmann, quand on est dans la région parisienne pour aller vite. On s'est posé un peu les mêmes questions, mais en même temps, on s'est posé la question du dessin d'ensemble de la ville, avec ce cas particulier qui est que Versailles est une ville créée. C'est-à-dire qu'en 1630, il y a un petit village qui s'appelle Saint-Julien. Il y a une colline dans laquelle il y a un petit château, un petit repère de chasse qu'avait fait Henri IV, et puis il y a des marécages autour. En 1660, Louis XIV décide de commencer à transformer ça et de s'établir là, d'abord simplement pour être tranquille, pas être à Paris. Il déteste Paris, puis par la suite, il va en mettre un peu plus. Quand le château commence à devenir un peu important, tout le monde s'est dit, un château ne peut pas être tout seul, il faut une ville. Donc on fait la ville. Et donc c'est une ville neuve. Alors ça, c'est une chose très intéressante parce que, évidemment, on nous avait expliqué quelques années au précédent, à partir de 1965, le plan le schéma directeur de la région parisienne réalisé sous l'égide de Paul Delouvrier, invention française des villes nouvelles françaises, en gros un demi-siècle après les Anglais, mais ça c'est... Dès qu'on a fait, on a pensé qu'elles étaient les meilleures du monde. Et donc, on expliquait que la création d'une ville était une chose absolument nouvelle et que les villes nouvelles, il fallait tout réinventer parce que moi, j'étais un peu surpris d'entendre ça. Et du coup, le Versailles, c'était une espèce de façon de comprendre ce qu'avait pu être la construction d'une ville nouvelle avant qu'on pense que c'était tout nouveau de penser une ville nouvelle. Ce qui nous a amené d'ailleurs par la suite, ou à peu près en même temps, à nous intéresser à d'autres villes nouvelles françaises, notamment l'expérience des Bastides, etc., dont je dirai un mot par la suite. Alors à Versailles, on s'était aperçu d'un truc assez drôle, c'est que la ville, elle est faite par fragments. Bon, il y a le grand plan que tout le monde connaît, le château en haut, les grandes avenues qui passent de la Place d'Armes, l'avenue de Sceaux, l'avenue de Paris, l'avenue de Saint-Cloud, et puis la ville qui s'établit par là. Et la ville s'établit, en tout cas dans la première partie qui est construite, c'est-à-dire celle-ci, cette partie-là, il y a les deux écuries, l'école d'architecture est ici. La ville est construite à partir d'un système qui est assez simple, grosso modo. On prend des morceaux de terre dans lesquels on a exproprié des tas de gens qui autrefois avaient des parcelles de maraîchers, des bouts de champs, enfin n'importe quoi. On exproprie tout ça, ça c'est plus ou moins facile à faire, et on fait un carré d'à peu près 200 mètres sur 200 mètres, et on traverse... Voilà, première figure, on a un carré et dans lequel on a une rue qui le traverse au milieu. Et assez logiquement, ce carré distribue de chaque côté de la rue un certain nombre de parcelles, peut-être un peu plus petites que ce que je dessine là, mais enfin bon, voilà. Et puis sur ces parcelles, évidemment, là je vais prendre puisqu'on a de la couleur, je vais prendre peut-être mauve, c'est pas mal peut-être, non? Voilà. On met non, on voit rien. Si, voilà, on met des bâtiments ici. Et puis au bout du bâtiment, on ponctue les extrémités des rangées. Ah non, je viens de faire une bêtise, excusez-moi. C'est pas grave. Oubliez ce dessin-là, il pourra servir plus tard. Voilà. Je ne reprends pas là. Voilà, c'est comme ça. On divise. Tac, 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 tac. Et on met les bâtiments, non pas là où je les ai mis comme un imbécile, mais ici. Là, on met des bâtiments et... Aux angles, on met un bâtiment un peu plus haut, un peu plus grand, sur une parcelle un peu plus large, ce qui n'est pas le cas de mon dessin ici, pour ponctuer la chose. Donc on a quelque chose qui ne part pas du tout de l'îlot, mais qui part d'un terrain que l'on lotit à partir d'une rue centrale. C'est le cas le plus courant. Il a une variante que je ne vais pas vous dessiner trop en détail, qui consiste à dire, au lieu d'avoir simplement une rue centrale, on a deux rues qui se croisent. Et alors là, il y a un jeu. Est-ce qu'on met les parcelles comme ça? Est-ce qu'on met beaucoup de parcelles comme ça, mais une ou deux dans l'autre sens? Ou bien est-ce qu'on fait une petite fantaisie? Non, je ne vais pas la dessiner, ça ne serait pas joli. Mais, allez, on pourrait aussi faire ça, quelquefois. Bon. Et puis, on a le troisième cas qui ressemble un peu à ça, mais celui-là est absolument idiot. Il existe aussi, mais je ne vais pas en parler, qui consiste à dire, au contraire, on entre par là, d'accord, mais on fait une place. Et donc, on a des bâtiments qui sont ici, de chaque côté, et qui entourent un espace public.
Et ça fait toujours 200 mètres sur 200 mètres. Puis il y a une variante un peu plus serrée qui doit faire, si ma mémoire est bonne, à peu près 110, 120 mètres, qui est nettement plus petit, dans lequel on fait le même coup, on rentre ici, et puis on fait une petite place avec un pan coupé. Voilà, pour ceux qui connaîtraient un peu la ville de Versailles, c'est le plan de la place que l'on appelle aujourd'hui la place Hoche, ce qui est la statue de ce brave général Hoche, général de la République. Voilà. Et puis, finalement, la ville se fait avec... alors, on va prendre... Voilà. On se dit que ça, 200 mètres, de temps en temps, c'est grand, mais qu'on peut faire un peu plus petit. Et donc, on reprend le même schéma que celui-ci, puis on le pose à côté. Et donc, on prolonge la rue Hoche à partir de la place Hoche, avec la statue du général qui est au milieu. Enfin, à l'époque, évidemment, le général Hoche n'était pas là. Ça s'appelait la rue Dauphine, en l'honneur de la femme du dauphin. Et donc, mais néanmoins, on découpe tout ça en petites parcelles. On met dans les angles là des bâtiments un peu particuliers, un peu chics si on veut, pour des aristocrates. Là, on met des commerces à rez-de-chaussée et des immeubles pour les artisans, les gens qui font les vêtements, les vêtements, la cuisine pour la cour, etc., etc. On ponctue à l'extrémité avec un petit retour comme ça. Et puis là, on a une autre rue. Et puis voilà, c'est pour ceux qui connaîtraient la ville, ici on met une église, qui est la paroisse dans laquelle le roi vient faire sa prière de temps en temps. Et donc on a commencé à faire un petit bout de ville. Et puis, comme on ne va pas s'arrêter en si bon compte, on continue cette rue-là, qui s'appelle la rue de la paroisse, puisqu'elle mène à la paroisse qui est là. Et puis du coup, un peu plus bas, que je ne dise pas de bêtises, on prolonge celle-là aussi, qui s'appelle depuis la rue de Carnot, alors qu'avant elle s'appelait la rue de la Pompe, parce que c'était une rue qui menait à l'endroit où il y avait une fontaine publique. Et puis, par là, il y a une avenue qui passe en biais. Et puis là, on perce une autre rue. Et ici, on prend cette figure-là et on fait la place du marché, Notre-Dame. Voilà, ici, comme ça, tac. Donc là, il y a des halles provisoires et puis qui ont été reconstruites en 1860, quelque chose comme ça. Et puis, on a finalement un îlot comme ça, dans lequel, ici, il y a des petites maisons pour les commerçants du marché. Alors, eux, ils habitent au-dessus de leur boutique et ils ont un tout petit arrière, mais une petite cour absolument lamentable. Là, on fait des grandes parcelles, parce que c'est les grandes parcelles qui sont sur l'avenue qui mène vers le château. C'est des maisons pour les aristocrates. Donc, les aristocrates sont priés d'être au garde à vous sur l'avenue qui va vers le château, donc avec des grands jardins, notamment une basse-cour dans laquelle il y a un peu de volaille pour la... Et puis là, on ne sait pas quoi faire. Donc, il y a un maréchal de l'armée qui a tout ce terrain-là et puis qui va se construire un assez beau château. Voilà. Donc, on avait commencé à comprendre que finalement, la chose était un peu plus simple que ce que l'on racontait. Mais pour en revenir à nos petites histoires d'îlots, on s'aperçoit d'un truc. C'est que si on parle de l'îlot, comme on avait pu le faire à un certain moment, et qu'on s'arrête là, on va vers une impasse, c'est-à-dire que l'îlot devient une espèce de machin comme ça, on pose îlot après îlot et on s'enferme à l'intérieur de l'îlot. Voilà. Alors que si on commence à regarder comme ça, on s'aperçoit que c'est plus subtil, que finalement, c'est la rue qui... Donc, il y a une espèce de dialectique rue-îlot, c'est la rue qui fait qu'il y a... Là, on dit on va faire une rue commerçante. On a des grandes parcelles qui sont assez profondes, qui font 55 mètres de profondeur, 18 mètres de large, 55 de profondeur, ce qui fait qu'il y a le bâtiment, une première cour. Dans le fond, à l'époque, on avait besoin de remises, d'écuries, etc. C'est des artisans des artisans assez riches qui doivent aller chercher les produits, transporter, etc. Ce n'est pas comme les pauvres petits marchands du marché bon. Et du coup, on associe ça à une petite place, on fait une perspective qui donne sur l'église, on retravaille, on va vers le marché, on commence à organiser en même temps des fonctions et des propriétés du sol. Et vous voyez bien que il y a des îlots qui sont des résultats. Voilà, je pense que ce qui est important dans ce que je vous raconte, c'est que l'îlot est un résultat. Par exemple, cet îlot-là, qui est à peu près comme ça, c'est un résultat dont on a, en fonction des différents plans qu'on avait pu recueillir, c'est-à-dire le plan le plus ancien doit dater à peu près de 1665, et après ça, il y en a un en 75 que l'on connaît, puis
on avait fini par faire un relevé en 1975, puisque c'était l'époque où on faisait ce travail. Et donc, en 3 siècles, 1675-1975, on voit très bien comment des bâtiments pas très très hauts, avec de très grands jardins, dans lequel, avec ici un jardin classique, etc. Bon, pof, la Révolution arrive, on supprime ça, pof. Et du coup, ça va donner un truc très très curieux dans la ville, c'est que là, on va construire le long de la voie, ça va devenir une voie commerçante. Là, elle est aussi, donc on redivise l'intérieur, et puis il reste avec un petit passage qui passe là, et puis un autre passage qui s'en va comme ça, il reste un terrain qui va pas jusqu'aux années 1975, mais jusqu'aux années 1960 au moins, être un passage qui conduit à des dépôts de charbon, à des choses comme ça. Parce qu'il faut bien en ville quand même mettre quelque part ce dont on a besoin pour se chauffer, etc. Donc, dans la ville, à proximité du château et quand même d'assez beaux hôtels particuliers, si ça vous intéresse, quand Mirabeau est venu pour les États généraux, il a dormi dans une auberge qui était ici. Bien. Et petit à petit, alors là, après 1975, on a remplacé systématiquement ce qui restait de chauffage de chaudières au charbon par des chaudières au fioul ou au gaz. Et du coup, on a pu faire à l'intérieur une belle opération immobilière dont je ne vous décrirai pas le détail. Mais enfin, tout ça pour dire que la ville, c'est des assemblages de choses assez curieuses dans lesquelles le résultat n'est pas forcément ce que l'on observe après coup comme résultat, n'est pas forcément l'unité opératoire pour faire du projet, et ce n'est pas forcément l'unité foncière qui permet de faire du projet. Donc il y a une espèce de jeu sur lequel je ne vais pas trop m'étendre, mais qu'on a appris à ce moment-là, et qui nous montre qu'on peut obtenir une forme urbaine avec des projets différents, avec des projets qui ne sont pas tous faits qui sont pas faits par le même architecte, qui ne sont pas faits en même temps, avec des moments qui a des choses qui restent en friche, bon, etc., etc. Je ne vais pas vous en raconter trop là-dessus. Je regarde, c'est fantastique, on a encore un peu de temps. Voilà. Alors, de Versailles, ayant compris ce genre de choses, on sait, enfin je me suis d'ailleurs plutôt plongé. Je me suis plongé dans les Bastides. Alors les Bastides, il faut faire très attention ici. Le mot Bastide venant du latin et voulant dire construction, ce qui est bâti en gros, et peut-être un peu défensif, mais on n'est pas absolument sûr. Les Bastides dont je parle, elles sont à l'ouest de la France. C'est des petites villes. Des petites villes. La plus grande, c'est Montauban. Non. La plus ancienne, c'est Montauban. 1141, je crois. Il y en a eu 350 de fait. Dans le quart sud-ouest de la France, il y a eu 350 Bastides. Il y en a qui aujourd'hui doivent avoir 1 ou 2 habitants et d'autres qui sont devenus préfectures, sous-préfectures, enfin qui ont entre 25 000. Enfin, c'est pas très grand, mais quand même, c'est des villes. Bien. Et pourquoi est-ce qu'on a étudié les Bastides ? Parce que moi, j'avais été assez frappé. D'abord, je trouve ça assez beau. Et puis, sur les 350 Bastides qui ont été faites, je dirais la moitié sont basées sur un schéma extrêmement simple qui consiste à dire la Bastide, c'est une place carrée au centre, qui est généralement bordée d'arcades qu'on appelle des couverts, et dans lequel on met quelque part une halle qui a pu être démolie, reconstruite, etc. Et puis de cette place carrée partent des îlots qui sont généralement, dans un sens, un peu allongés et qui sont avec des parcelles dans ce sens-là qui ont des commerces qui ouvrent sur les couverts. Et puis après ça, les parcelles sont comme ça, avec les bâtiments sont toujours sur la rue. Il y a une petite venelle, généralement, dans le fond de la parcelle qui passe ici, dans lequel passent en liberté les cochons qui mangent toutes les ordures qu'on vient gentiment leur poser, enfin les ordures ménagères, les épluchures, enfin ce que... Voilà, Donc, la Bastide est un système écologique. Diversité, biodiversité, récupération des ordures, etc. Et puis finalement, tout ça, on entoure ça dans un truc comme ça, et là on remet d'autres îlots, et donc on est un peu gêné dans la Bastide par le fait qu'on a
on combine un îlot qui est presque carré avec des îlots rectangulaires, puis on fait, voilà, on a des portes en face des rues, c'est mieux. Et généralement, d'ailleurs, on s'arrange pour rentrer par une rue ici et sortir par l'autre rue ici, ce qui oblige à passer par la place du marché. Je ne dessine pas tous les îlots, mais en gros, avec quelques petites différences, je pense que la moitié des bastides françaises sont sur ce schéma-là, les autres étant sur des schémas dans lesquels la place est beaucoup plus grande, où il n'y a pas de place, où la Bastide elle est sur un site tellement biscornu qu'on ne peut pas développer tout ça. Mais ça marche bien, y compris dans des sites biscornus d'ailleurs, dans lesquels, si la rupture du relief est là, ben on coupe un peu et on a une Bastide qui est le schéma complet amputé parce qu'on n'a pas eu la place de le développer. Alors pourquoi je vous parle des Bastides? Parce que, évidemment, se pose là d'une manière très très simple, puisque là, on va refaire des parcelles dans ce sens-là, avec un petit machin. Et donc, on est encore amené à peu près la même histoire que celle que je racontais sur Versailles, sur ce genre de choses. C'est, est-ce que l'unité dans laquelle on réfléchit, c'est ceci? Toc, voilà une unité, voilà l'autre. Ça, c'est l'îlot comme unité. J'ai oublié qu'il y avait il y a une petite épaisseur. Il y a une rue là. L'enceinte passe ici, évidemment. Là, il y a notre porte. Bon. Ou bien est-ce que l'unité, elle est quelque chose qui est peut-être comme ça, par exemple? Alors, je ne vais pas trancher sur cette question, mais parce que ça dépend des cas. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de relation dialectique qui, du point de vue du projet de lotissement, puisque tout ça, c'est une façon de découper du sol en lots, sur lequel, après ça, on affecte des fonctions et des possibilités de construire, bah, du point de vue du lotissement, on est toujours dans une espèce de tentative. Est-ce que l'unité, c'est ça, ou bien est-ce que l'unité, c'est l'autre partie ici, si elle existe? Évidemment, quand on réfléchit bien, on se dit que l'unité la plus intelligente, c'est celle-là. C'est celle-là parce que là, on fait passer les canalisations. Vous allez me dire, oui, mais au XVIIe siècle, il n'y a pas beaucoup de téléphones, etc. Oui, mais quand même, il y a de l'eau qu'il faut récupérer, qu'il faut évacuer, etc. Donc, même si on n'a pas beaucoup de technique, on a toujours un peu de technique. Et donc, ça permet de faire un tronçon avec son infrastructure technique, la distribution, et c'est quelque chose qui est assez économique et qui est plus efficace, finalement, que l'îlot qui serait comme ça, même avec un passage à l'intérieur. Il vaut mieux, voilà. Je ne vais pas trop vite, là? Vous suivez? Bien. Alors, ce qui était intéressant dans les Bastides, c'est que ça commence dans le sud, dans le midi, enfin pas votre midi ici, l'autre, là-bas, l'Aquitaine, à un moment où Bordeaux est anglais. Et donc, il y a les Français d'un côté et les Anglais de l'autre. Il y a une ligne de partage qui fluctue selon que les gens sont plus ou moins riches, qu'il y a des épidémies, les gens meurent, enfin bon, ils gagnent des guerres. C'est la guerre de 100 ans. Enfin, ils ne font pas la guerre tous les jours pendant 100 ans. Donc il y a des grands moments où ils sont calmes. Et donc il y a la ligne de front avance et recule. Et il y a des bastides anglaises faites par les Anglais. Il y a des bastides françaises faites par les Français. Il y a les Pyrénéens. Les seigneurs pyrénéens qui voient ça et qui se disent un jour ou l'autre, ils vont se retourner vers nous et qui essaient de se fortifier un peu. Et il y a donc une expérience qui est assez importante et qui, moi, je ne pense pas que l'on puisse, en tout cas, entre les Anglais et les Français, on ne peut pas dire qu'il y aurait une théorie de la Bastide anglaise et puis, ou un modèle, et puis un modèle de la Bastide française qui soit différent. À mon avis, c'est à peu près les mêmes. Montpazier, si ma mémoire est bonne, est une Bastide anglaise. Voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tout ça s'est fait évidemment par quelques... Les dessins sont faits par des moines. Les gens savants de l'époque, c'est les moines. Hein. Les autres ont des épées, ils savent cogner, mais quand même, la réflexion est plus limitée. Donc, c'est les moines qui font ça, et les moines sont assez vite embauchés de l'autre côté des Pyrénées par les Espagnols qui commencent à repousser les intrus. En gros, les Arabes, enfin en tout cas les musulmans, parce que les musulmans espagnols devaient... Enfin, la partie véritablement venant d'Arabie devait être relativement faible. Mais
Et donc, ils construisent, ils font le même coup que dans la guerre entre les Français et les Anglais. Chaque fois qu'ils pensent avoir à peu près apaisé une région, ils construisent quelques villes nouvelles sur le même schéma. À tel point que, après être arrivés, et sentant que là, ils n'avaient pas encore tout gagné, il restait Grenade. Donc, ils arrivent et ils construisent une bastide, j'allais dire une bastide, enfin en tout cas une ville nouvelle qui s'appelle Santa Fe, la Sainte-Foy, juste en face de Grenade. Comme ça permet au roi et à la reine d'Espagne de venir dans cette belle ville et d'attendre que le siège de Grenade se termine par la chute de l'empire, ou du royaume arabe de Grenade. 1491, la construction de Santa Fe, 1492, si je ne me trompe pas, la chute de Grenade. Comme vous savez, c'est la même année qu'un certain Christophe Colomb arrive avec quelques moines, toujours les mêmes, des cisterciens, arrive de l'autre côté, pof, le paradis, il crée une ville qui s'appelle Isabella. L'année d'après, il en crée une autre qui s'appelle, qu'on appellerait Saint-Domingue ou San Domingo. Et puis après ça, alors on en fait des paquets, je ne vais pas vous les citer toutes, mais le même schéma, un peu plus grand, parce que les militaires ont fait des progrès depuis, donc ils ont besoin. Les places des Bastides font à peu près 50 mètres sur 50 mètres. Et les places Mayor espagnoles sont plutôt plus grandes. Et quand ils arrivent là-bas, ils font des belles places qui sont des belles places d'armes, qui font plutôt 100 sur 100, pour ne pas dire 150 sur 150. Mais enfin, peu importe. On en fait. Donc, ce modèle de la ville quadrillée avec une place centrale carrée autour du... Alors, on peut discuter, est-ce qu'il faut mettre l'église sur la place, mettre l'église à côté. Il y a des débats absolument invraisemblables. Mais grosso modo, ça permet de faire assez vite des villes. On arrive, on a un schéma dans la tête. C'est pour ça que quand les gens des villes nouvelles, que j'aime bien, certains amis qui ont travaillé dans ces agences d'urbanisme m'expliquaient qu'ils étaient affrontés à un problème complètement nouveau, j'avais un peu envie de rire. Alors dire quand même, depuis que le monde existe, créer des villes a été assez fréquent. Bon. Alors de l'autre côté, les Anglais, qui, comme chacun sait, sont plutôt intéressés à la partie nord de l'Amérique, ont créé des villes aussi. Alors avec le même modèle, sauf qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur les mesures, la place n'est pas forcément... Enfin bon, quand même. Hein, il y a quand même des places carrées qu'on appelle square, et puis etc. etc. Donc cette logique que je décris là est une logique qui est absolument fabuleuse parce que... Alors il faut se demander pourquoi est-ce qu'on fait ça. Le schéma simple que l'on peut avoir dans la tête, qui se réalise avec des connaissances relativement faibles du point de vue de l'arpentage. Il faut quelques ficelles pour mesurer, il faut quelques soldats auxquels on donne l'ordre de se mettre avec un piquet aux quatre coins, puis on vérifie que c'est à peu près droit, et puis on dit allez-y, on découpe le sol, on trace assez vite, on dit la propriété à celui-là, etc. Évidemment, ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que les moines, quand ils se sont intéressés aux Bastides, ils ont compulsé à toute vitesse ce qui leur restait des traités on va dire de géomètres pour aller vite, romains, lesquels évidemment avaient inondé l'Europe de villes nouvelles, tracées au cordeau, avec un système très simple. Une centurie, c'est 100 soldats, commandés par un centurion, c'est le chef, le capitaine, en gros, si on voulait traduire ça dans l'armée française actuelle. Ils arrivent dans un pays hostile, ils guerroient un peu, ils arrivent à apaiser les choses, ils choisissent un terrain qui ne doit pas être trop marécageux, mais à côté duquel il y a de l'eau potable. Ça, c'est assez compliqué de savoir comme ça quand on arrive si l'eau est potable ou pas, enfin, avant d'en avoir tué quelques-uns. Bon. Et puis, ils construisent une ville qu'ils divisent en 100 lots pour que le soldat devienne paysan et puisse avoir une maison avec une basse-cour, et après ça, on s'arrange pour cultiver autour. Donc, je veux dire, il y a une espèce de logique dans tout ça qui est absolument fondamentale, et qui, après, alors, quand on commence à aller regarder ce qui se passe ailleurs, il y a un traité chinois qui doit dater du IIe siècle, je pense, avant notre ère, qui fixe comment est-ce qu'on doit tracer des villes. C'est carré, c'est rectangulaire, les parcelles sont égales, les rues ont des dimensions
prévu, la hauteur des tours de l'enceinte dépend du degré de parenté du gouverneur de la ville avec l'empereur. Plus vous êtes proche de l'empereur, plus vous avez droit à une enceinte haute. Et oui, on se méfie. Enfin, peut-être ils ont tort, hein, mais enfin, en principe, on se méfie moins des gens de sa famille que des gens qui sont plus loin. Bon, donc voilà, tout ça fait qu'il y a une expérience absolument fantastique de construction dans laquelle on peut trouver absolument toutes les... par exemple, cette figure-là que j'ai très très mal dessinée, vous l'isolez de Versailles, vous la ramenez à la place de deux couvents qu'on peut assez facilement repousser un peu, et puis vous faites la place Vendôme. Grosse opération. Alors, j'en arrive à la deuxième partie de notre... il va falloir que je me dépêche parce que... Non, on a encore un peu de temps. Deuxième partie de notre histoire. Vous avez compris que je pense qu'il y a des choses qui sont assez anciennes et qui peuvent être encore utiles, même si... Enfin, sur la base de ces découpages, avec des dimensions qui sont quelquefois un peu plus grandes, on a quand même construit New York et Chicago, c'est-à-dire des villes qui se sont faites avec des inventions technologiques qui étaient impensables. L'invention de l'ascenseur permettant de monter à plus de 100 mètres, des bâtiments à plus de 100 mètres de haut, était difficilement pensable en 1141. Hein, on est d'accord. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces techniques, elles ont résisté à un certain nombre... Enfin, elles se sont adaptées, elles ont accueilli... Alors, on peut dire oui, mais si vous avez un très gros programme, c'est là où donc je passe de 1 à 2. Et qu'est-ce qui se passe si vous avez un très gros programme? Alors, réponse assez simple. Tiens, on va parler de Cerdà et de Barcelone. Parce que Cerdà, il a une idée assez simple. Les rues font 20 mètres et la distance... 2 rue à rue, la distance est de 113 mètres. 113 plus 20, 133, 3 fois 131, 3, 400. Une rue tous les 3 rues est un peu plus large que les autres et vous donne finalement une taille un peu plus grande. Hein, il y a une espèce de hiérarchie dans le maillage qui fait que, voilà, on a toutes les 3 rues, une rue plus importante que d'autres, à peu près à 400 mètres. Vous remarquerez que dans la ville américaine, Chicago, il y a une rue plus importante que les autres tous les 800 mètres. Un peu plus grand l'Amérique que l'homme. Bon, et puis évidemment, Cerdà, il fait des chanfreins ou des chanflames. Il coupe les angles pour des questions de visibilité de la circulation, parce que l'automobile n'existe pas encore, mais il s'intéresse déjà à un certain nombre de choses. Bon, alors c'est très simple. Si vous prenez tout ça d'un seul coup, si vous ne le divisez pas en petites parcelles comme j'ai fait, enfin petites ou grandes, hein, quand même, on peut diviser les 113 mètres en quelques lots qui font 25 mètres de large, soit 50 mètres de profondeur et qui permettent de faire des hôtels particuliers d'une assez belle élégance. Mais si vous avez besoin de faire quelque chose d'un peu grand, par exemple, vous décidez que ici, celui-là, il n'est pas fractionné, on va faire un marché. Voilà, le marché Sant'Antonio, si ma mémoire est bonne, enfin peu importe le nom. Alors il a une toiture en croix comme ça, avec un lanterneau qui permet d'évacuer au point le plus haut le maximum d'air. Et donc, un gros équipement est égal sur le sol à je ne sais pas combien de maisons, d'immeubles avec des appartements, etc. Donc il y a une espèce d'équivalence et ça marche bien. Alors vous allez me dire, oui, mais là c'est facile. On est dans le quadrillage, on en prend un. Vous voulez faire une université, vous en prenez 2, la vieille université. Vous supprimez la rue qui est ici, et puis vous mettez l'entrée principale de l'université ici, l'entrée de service derrière, la vieille ville se trouve là, il y a deux cours-jardins de chaque côté, des bâtiments, etc. Si ce n'est pas suffisant, vous voulez faire un hôpital, vous en prenez 4, et puis ça va assez bien finalement. Alors on va dire, mais qu'est-ce que je vous raconte? À part le super îlot ou le macro-lot. Hein, macro-lot, un seul lot. Ah, la différence, voilà, nous arrivons à la question, c'est que là, on est dans
l'unité, on a une unité foncière et on a une unité programmatique. C'est-à-dire que là, on a une unité foncière qui est redivisée, donc on a multiplié le découpage foncier avec des propriétaires différents. On a généralement des rez-de-chaussée avec des commerces, des locaux qui acceptent, enfin, qui ont un rapport avec le public. Bon, je ne veux pas vous faire tout l'îlot de Cerda, ça serait très long, mais là, on a dans cet îlot-là des découpages avec une mixité programmatique, fonctionnelle, typologique, etc., très grande. Et là, on est dans l'îlot unique avec un seul programme, un seul maître d'œuvre, un seul maître d'ouvrage, un seul maître d'œuvre. Et pareil, là, c'est l'université qui s'installe, là, c'est l'hôpital ou l'école technique, etc. Alors que le macrolot dont il est question aujourd'hui, c'est de retrouver la mixité qui est un peu ce que l'on a ici, mais sur des programmes qui sont plus gros. Alors, plus gros, là, ça fait quand même 1 hectare 25 à peu près au sol. Donc avec un bon cos, les Espagnols, les Catalans plutôt, ne mégotent pas. C'est-à-dire, ils aiment la densité, donc on peut monter, pas sur toute la surface de l'îlot, mais on peut quand même monter sur 25 mètres d'épaisseur tout au long, on peut monter sur 8 étages. Donc on arrive quand même à un bon rendement avec des cos qui sont supérieurs à 4. Donc on est dans des gros programmes. Mais ce gros programme-là, il est encore fractionné. Donc l'idéal, pour un certain nombre de gens aujourd'hui, ça serait de finalement pouvoir unifier la superposition de programmes un peu différents dans un vaste lot pour différentes raisons qui sont invoquées généralement et qui sont les suivantes. D'abord, parce que c'est ça qui était très intéressant. Non, mais je ne vais pas vous raconter le bouquin de Lucan, sans ça le pauvre, il arrive la semaine prochaine, je vous ai déjà tout raconté. Non, donc je ne vous parlerai pas du livre de Lucan. Mais il explique des choses très intéressantes là-dessus, auxquelles je ne vais faire qu'allusion. En tout cas, ce que j'entends dire, c'est qu'il faut faire des macrolots parce que c'est ce qui permet la mixité fonctionnelle. Et aussi, réponse à la demande de la ville de Paris, aussi la mixité sociale. Là, j'avoue que je suis toujours un peu... Non, je ne vais pas aller directement à la conclusion. Enfin, si, allons-y quand même. Je me dis toujours la chose suivante. Est-ce que, voilà, je m'appuie sur l'îlot de Cerda, par exemple, 100 mètres sur 100 mètres, et je dis, voilà, j'ai trois fonctions inégales, je vais être un peu plus soigneux, voilà, j'ai 3 fonctions inégales à faire rentrer, donc je découpe 3 tranches, on va dire, là c'est du bureau, là c'est du commerce, et là c'est du logement. Un truc assez banal, hein. Le dentiste est au premier étage, le supermarché au rez-de-chaussée, et au-dessus on habite. Alors, est-ce que c'est beaucoup plus mixte de faire ça ou bien de se dire sur un îlot qui est coupé en deux, par exemple par un petit passage qui permet gentiment, sans voiture, de passer d'un truc à l'autre, on mettrait d'un côté des commerces et des bureaux, et puis de l'autre côté, parce que c'est mieux, parce que c'est plus... Je vais l'effacer après, sans ça vous n'y verrez rien. Voilà. Et puis de l'autre côté, voilà. Est-ce qu'on est plus mixte si on est côte à côte ou l'un au-dessus de l'autre? Voilà, ça c'est une question que je trouve on devrait se poser davantage. On pourrait dire, voilà, là j'ai la suite des commerces et puis là j'ai du logement. Par exemple, parce que ici je donne sur une magnifique vue avec un lac et j'ai plein de balcons qui sont vachement bien quand on habite. Alors qu'on ne va pas mettre des balcons dans les bureaux parce que les gens risqueraient de ne rien faire. Alors que, hein, bon. Donc, mais j'ai l'air de plaisanter, mais en fait, c'est une vraie question. Cette question de la mixité, moi je pense que tant qu'on ne se demande pas quelle est l'échelle dans laquelle on mélange, par exemple, il y a la même proportion de maigre et de gras dans le saucisson de Lyon et la saucisse de Strasbourg. Mais ça n'a pas la même apparence. Bon, voilà. La mixité, c'est très intéressant si on commence à se demander ce qu'on veut faire.
Donc moi, j'avoue que l'histoire de la mixité, donc on en parlera plus tard, mais bon. Après, l'autre raison que l'on invoque, c'est « Ah, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut, alors ça c'est un mot qui est devenu magique depuis quelques années, mutualiser ». Parce qu'on dirait on veut rentabiliser un nom, c'est un peu vulgaire quand même de vouloir faire des économies. Encore que par les temps qui courent, ça peut redevenir à la mode. Mais alors que mutualiser, on sent tout de suite qu'il y a l'élan mutuel, la sympathie entre les hommes, enfin un peu. Bon, donc on va mutualiser les parkings. Alors ça, je l'entends et on m'explique qu'on va mutualiser les parkings, que c'est vachement bien, qu'on va mutualiser les infrastructures, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir une seule sous-station électrique qui alimente à la fois avec des distributions différentes, les commerces, etc. Mais enfin, ça, c'est depuis eau et gaz à tous les étages avec Haussmann, c'est quand même un truc, c'est pas nouveau. Mais ça fait rien, on vous le présente comme une nouveauté. Bon. Et on vous dit aussi que ça va favoriser l'animation. Mixité fonctionnelle et sociale, mutualisation des infrastructures, une seule rampe de parking au lieu de 2 rampes de parking. Vous imaginez pas le gain fantastique que ça va faire du point de vue de l'économie. Et puis un peu d'animation. J'avoue que là, j'attends toujours que l'on m'explique que l'hypermarché, parce que si on fait un hyperlot, on va avoir un hypermarché. Un macro-lot, on va avoir un macro-marché, comme vous voulez. Donc j'attends toujours que l'on m'explique que c'est plus animé dans un hypermarché qu'à mutualiser ses parkings avec le voisin, etc., que dans une bonne vieille rue commerçante. Oui, mais ça, vous allez dire, il est quand même un peu vieux, un peu passéiste, parce que le petit commerce ne marche plus très bien, c'est vrai. Tout le monde s'en plaint d'ailleurs, et on ne fait absolument rien pour qu'il marche mieux. C'est comme ça. Alors, on en arrive là doucement à la question de la ville durable. Parce que la première réflexion sur la ville durable, c'est que, a priori, une ville est faite pour durer. Hein, sauf le camp du drap d'or, enfin des choses très éphémères comme ça. Mais en général, quand on décide de faire une ville, ou bien qu'on en hérite, on pense que la ville est faite pour durer. Je sais bien qu'il y a aujourd'hui les partisans de la... Comment est-ce qu'on dit quand on se rapetisse? Un peu la peau de chagrin. Mais je ne suis pas absolument convaincu que la population mondiale va se mettre d'un seul coup à diminuer beaucoup. Donc je pense qu'il faut quand même continuer à loger les gens. Et donc, comme plus de 80% dans notre pays de gens vivent en ville, que plus de 50% de la population urbaine, enfin de la population mondiale est urbaine, etc., à mon avis, le sens de l'histoire est plutôt de continuer à faire des villes ou à agrandir les villes ou à aménager les villes existantes, la ville sur la ville, comme dirait Antoine Grimbach, pour continuer à loger. Donc voilà, je sais bien que dans l'Allemagne ex de l'Est, on démolit des villes entières parce qu'il n'y a plus d'habitants. Je sais bien qu'il y a un certain nombre de villes à moitié vides aux États-Unis, mais ces petits phénomènes qui tiennent à des conjonctions économiques locales ou des conjonctures économiques locales ne me semblent pas raconter l'avenir de la question à l'échelle de la planète. Donc je pense qu'on a toujours besoin de villes, qu'on a toujours besoin de loger des habitants, qu'on a toujours besoin que... Et puis on occupe de plus en plus de place malgré tout. On vit... En moyenne, on vit un peu plus longtemps que les générations précédentes et les modes de vie font qu'on utilise plus d'espace. Donc, voilà. Donc la question me semble toujours se poser de faire des villes et, si possible, de les faire un peu durables. Et il me semblait, j'ai un peu réfléchi, parce que le mot durable, il nous bassine quand même depuis un certain temps. Donc, une fois qu'on a dit une ville durable, c'est une ville qui est faite pour durer, on a l'impression qu'il s'en est sorti avec une pirouette. Et je me suis dit, quand même, qu'est-ce qu'une ville durable? Il me semble que la ville durable, c'est celle qui offre, alors la ville ou le quartier, hein,
Ça dépend des échelles, tout ça. Il me semble que la ville durable, c'est celle qui offre le meilleur compromis entre des exigences qui sont contradictoires. Parce qu'il faut se dire une chose, à part les grandes pensées utopiques d'un monde idéal, meilleur, etc., la ville, la société en général, le monde même sans doute, mais la ville en tout cas, puisqu'on parle d'elle, la ville est un lieu de contradiction, pour ne pas dire de temps en temps même de conflit. Si on arrive à régler les contradictions sans que ça entraîne trop de conflits, c'est plutôt pas plus mal. Mais donc la ville, forcément, les choses sont contradictoires. Si jamais vous travaillez un peu dans le monde de l'urbanisme, c'est là une grande différence entre la question de l'architecture et celle de l'urbanisme. Dans l'architecture, je sais bien que Venturi a fait ce joli livre « Contradiction en architecture »,« Complexity and Contradiction ». Mais il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de contradictions dans un bâtiment. Il vaut mieux quand même que les choses soient un peu simples, que les escaliers qui permettent d'aller du premier au deuxième, après ça, du rez-de-chaussée au premier, après ça, il vaut mieux que ça se suive. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de hiatus, qu'il n'y ait pas un moment où dire tant pis. Mais la ville, elle ne fonctionne pas du tout comme un bâtiment. Il y a une différence fondamentale, je crois, sur le fait qu'il y a des exigences contradictoires. Alors, si vous essayez d'écrire en termes de programme les différentes exigences que l'on vous impose si vous faites modestement un petit quartier, si vous les écrivez, forcément vous vous apercevez qu'on veut à la fois que ça ne dépense pas trop d'énergie, etc., et qu'il n'y ait pas trop de distance, etc., mais on veut en même temps qu'il y ait de la biodiversité, donc plutôt étirer un peu les choses pour laisser les herbes, les oiseaux, les petites bêtes, etc., en paix. On veut qu'il y ait de l'animation, mais en même temps on veut du calme. Donc finalement, vous n'avez qu'à aller à une ou deux réunions publiques et vous voyez immédiatement que les gens ne sont pas d'accord. Donc il faut faire avec tout ça. Et dans cette question de la ville et de ses contradictions, il me semble que ce qui est vraiment important, c'est que, c'est pas très original ce que je vais dire, c'est généralement la tarte à la crème dès qu'on parle de durabilité, de sustainability, etc., c'est qu'il faut que ça soit capable un peu d'évoluer. Et alors c'est là que, ne vous inquiétez pas, il est 21h37, j'approche de la conclusion. C'est là que, je ne vais pas tout de suite quand même, il ne faut pas exagérer. C'est là que je commence à me poser des questions et du coup je vais faire un petit détour avant d'en arriver à la conclusion, mais ceux qui ont déjà compris peuvent partir. Alors, macro-lot, hyper-lot, alors j'entends tout, super bâtiment, super quadrat, grand îlot, etc., etc. Je me suis dit, mais au fait, d'où ça vient ? Alors, la première, il y a deux choses assez différentes. La première histoire, qui serait celle du macro-lot, non, pardon, pas du macro-lot, du large îlot, ou du super îlot, ou du très grand îlot, enfin bref, ça, à mon avis, la chose, elle est entendue depuis qu'on fait des villes et des îlots, c'est-à-dire depuis très très longtemps. Il n'y a aucune difficulté à faire ce que j'ai fait sur Barcelone. On a besoin de faire 4 fois, on fait 4 fois. Il me semble qu'il y en a un qui fait 9 cases. 9 cases, ça fait quand même ça fait 400 mètres par 400 mètres. Hein, ça fait 4 x 4, 16, ça fait comme ça, 16 hectares d'un coup. Bloom. On tient beaucoup de choses dans 16 hectares. Hein. Les plus grands hôpitaux parisiens à l'intérieur de la ville font à peu près 5-6 hectares. La Pitié-Salpêtrière fait un peu plus, mais 16 hectares, c'est vraiment très grand. Bon. Donc, la question qui est souvent présentée comme une nécessité nouvelle à cause de la mixité, à cause de tout ce que j'ai raconté, me semble ne pas vraiment tenir le coup. Et l'autre question, c'est est-ce que dans un même programme, est-ce qu'on peut mettre des choses différentes ? Est-ce qu'on peut les superposer, les entasser les unes, enfin les entasser le mieux possible, évidemment, et est-ce qu'on peut arriver à faire un programme complexe ? Et là, je me suis demandé, mais je ne suis pas le seul à me demander. Lucan se le demande un petit peu, mais pas beaucoup, parce que ce n'est pas son objet de faire ça. Et évidemment, cette question, d'où ça vient, est assez intéressante. Et je me suis dit, mais il faudrait se demander, parce qu'on prend toujours comme raison, mais
Les Anglais le font, donc c'est bien. Bon. Alors, si vous n'aimez pas les Anglais, on dit les Hollandais le font. Ah, les Hollandais, en ce moment, sont le vent en poupe. C'est bien d'ailleurs pour les corsaires, c'est impeccable. Donc, ils le font, donc c'est bien. Et je me suis dit, oui, mais alors pourquoi est-ce qu'ils le font, d'où ça vient et quelles sont les précautions? Vous comprenez là que je doute un peu de la validité de ces idées et que je me demande s'il ne faudrait pas regarder un peu plus loin. Il y a un petit article dans une revue excellente qui s'appelle Marne, qui est la revue de l'école d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée. Je ne fais aucune réclame particulière pour cette école où je n'ai jamais enseigné, à part un jour venir comme je suis aujourd'hui raconter quelques salades. Mais ils ont lancé cette petite revue qui s'appelle Marne, dans laquelle il y a un assez joli article dans le numéro 1 de la revue, qui doit avoir maintenant un peu plus d'un an et demi, d'une jeune architecte-chercheuse qui s'appelle Anne Portnoy et qui s'intéresse depuis très longtemps, puisqu'il avait fait son DEA là-dessus il y a longtemps et sa thèse par la suite, à ce qu'elle appelle les bâtiments infrastructures faits par les Anglais dans la grande période héroïque de l'Angleterre qui commence dans les années 60, qui commence avec les Beatles, quoi, et puis qui va jusqu'à Thatcher, en gros. Hein. Et notamment, alors je cite, même si vous voulez, je pourrais faire des dessins. Par exemple, le Brunswick Center. Vous voyez cet ensemble? Ça vous dit quelque chose? Je vais vous faire la coupe. Le Brunswick Center. Enfin, je vais vous faire ce que je connais de la coupe, parce que je connais le bâtiment, mais je ne suis pas dans le fond des sous-sols. C'est cette idée assez belle, ça a été fait par un architecte qui s'appelle Patrick Hodgkinson, et qui a cette idée assez belle que les logements doivent être décalés les uns par rapport aux autres pour que chacun dispose d'un petit bout de... Hein. C'est pas très original, ça. Un certain Henri Sauvage l'avait fait à 2 reprises à Paris, la première fois en 1910 et la deuxième fois en 1922. Mais lui est plus gonflé que Sauvage et il fait la même chose de l'autre côté. Toc, 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 voilà. Et puis il met tout ça sur des trucs en béton un peu savants. Du coup, il en refait un peu de l'autre côté, là, pour arriver à retomber sur la rue. Le niveau de la rue est ici. Là, il met une dalle. Là, il y a des choses un peu compliquées dans des sous-sols dans lesquels je n'ai pas toujours compris d'où ça vient. On a dû mutualiser, il doit y avoir des parkings. Et ça marche pas si mal. Honnêtement, c'est assez agréable. Cet espace-là est curieux. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous y ont été. Il est assez curieux. Voilà. Alors on va dire, bon, mais ça peut faire penser à Piranèse. Enfin, il y a un côté Piranèse du côté des prisons. Vous voyez, bon. Ou le vivre, est-ce que l'on peut vivre dans les dessous d'un stade? Mais quand on est de l'autre côté, c'est plutôt bien. Voilà. Bon. Et alors, il y a un autre bâtiment, un autre ensemble qui est absolument prodigieux. Alors, en plan, c'est simple. Hein, en plan, c'est comme ça. Et il s'est beaucoup inspiré d'un certain nombre de places. Il n'est pas impossible, je le dis comme ça au flanc, parce que je n'y ai pas réfléchi avant la minute précise où je vous parle. J'aimerais le comparer au Palais Royal de Paris. À mon avis, ça doit faire partie un peu des mêmes mesures. Bon, il y a un autre truc qui s'appelle Alexandra Road, qui a été faite par un architecte qui s'appelle Nive Brown, et qui a un peu la même idée. Il fait comme ça, et puis c'est comme ça, puis après ça, il y en a encore un tout petit peu qui remonte ou qui redescend de l'autre côté. Mais alors ça, c'est très astucieux, parce que là, il y a une voie de chemin de fer, le terrain est en pente un peu, le sud est par ici avec le soleil et les belles vues. Et donc, voilà. Et ça, c'est du logement social. Ça, ce n'était pas du logement social au début, mais il y a eu des problèmes de gestion assez grands. Et dans leur grande sagesse, les Anglais ont racheté l'équivalent des HLM, si on peut dire, a racheté ça. Et donc, maintenant, il y en a une très grande partie qui est gérée avec du logement social, à l'exception d'un gros programme qui a grandi ici, d'ailleurs. Ah, quelle horreur. Elle a pris un peu d'eau tout à l'heure et du coup, elle est toute mouillée. Bon, on va mettre en rouge, ça va être mieux. Voilà. Alors, voilà, il y a un immense centre commercial qui s'est installé là, et puis par ici, par là, il y a encore d'autres équipements, etc. Donc, pour rentabiliser l'affaire, bon, ce bâtiment est passé par une phase de dégradation très forte, d'inquiétude. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le démolit, etc. Et puis finalement, on a trouvé des solutions. Il est reparti pour une nouvelle vie. Ça a l'air de marcher assez bien. C'est
plutôt assez agréable. Enfin bon, bien. Donc voilà, on peut dire les Anglais, je montre ces deux exemples-là, il y en a des tas d'autres. Et surtout, on se demande pourquoi est-ce que les Anglais sont tellement en avance sur ce genre de questions, ou ont été tellement en avance sur ce genre de questions. Et je pense qu'on oublie 2 ou 3 choses. La première chose que l'on oublie, c'est que les Anglais, notamment Londres, il y a eu en 1660, alors je ne sais plus si c'est 60 ou 66, le grand incendie qui a quand même brûlé tout le centre de la ville. Et donc on a reconstruit ça sur des bases nouvelles. Et dans ces bases nouvelles, il y a le fait que les rues sont tracées à une certaine cote qui est nettement plus haute que le sol initial, et que donc on invente à ce moment-là où on systématise cette idée anglaise qu'on appelle la terrasse, qui ne veut pas dire la même chose que chez nous, qui est la maison en rangée avec un niveau de sol qui n'est pas le même que le sol naturel, et on rentre là, du coup on a la cour anglaise, du coup sous le trottoir de la rue, on a les réserves et les petites boîtes à ordures, etc., et l'escalier de la cour anglaise. Si jamais vous n'avez pas vu le film qui s'appelle The Servant, le film de Lozé qui s'appelle The Servant, il explique ça absolument merveilleusement. Et puis du coup, le fond du jardin, qui est plus bas que le niveau principal du séjour, redonne sur une petite venelle arrière, etc., etc. Donc il y a quelque chose d'assez compliqué dans lequel les Anglais sont parfaitement à l'aise, pour au moins 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que ça fait maintenant 3 siècles qu'ils le font. La deuxième raison qu'on oublie peut-être, c'est que les Anglais sont des marins et qu'ils pensent en coupe, toujours, avant de faire des plans. Et qu'un des problèmes des bateaux, c'est qu'on ne peut pas faire venir la lumière par le dessous. Donc la lumière vient forcément par en haut. Et que du coup, ils savent faire descendre la lumière assez profondément dans des bâtiments, et avec d'autant plus de subtilité que, on va dire que l'hiver, quand même, à Londres est plutôt moins lumineux qu'ici. Donc, quand on n'en a pas beaucoup, il faut économiser la lumière et donc arriver à la faire. Et toujours le fait que ce soit des marins, les marins ont une obsession. Dès qu'il y a un moment où on n'est pas obligé de faire des tas de choses, on repeint, on entretient. Donc, ils savent ce que c'est qu'entretenir des bâtiments, ce qui n'est pas tellement dans la tradition française. Il faut bien le dire. Alors, vous allez me dire, oui, et les Hollandais ? Pas de chance, les Hollandais sont aussi des marins, donc ils pensent aussi en coupe. Et alors, eux, ils rajoutent à l'histoire de l'Angleterre, oui, parce qu'il y a eu ce... Alors, on nous cite toujours dans le nouveau centre d'Almer, qui est une ville dans un polder pas très loin d'Amsterdam, dans lequel il y a un schéma général fait par Rem Koolhaas et une œuvre faite par Christian de Porzampar. Et on dit, voyez, comme c'est bien, etc., etc. Je suis d'accord, c'est bien. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que depuis la fondation d'Amsterdam, il y a un peu plus de 1000 ans, vous savez qu'Amsterdam, le niveau du sol de la ville est en dessous du niveau de la mer. Ça peut vous sembler inquiétant. 55% du territoire des Pays-Bas sont en dessous du niveau de la mer. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, c'est en dessous du niveau de la mer haute. La mer monte et descend. Donc quand la mer est basse, on peut se dépêcher de monter une digue, et quand la mer remonte, elle ne peut plus rentrer. Voilà. Les Pays-Bas se construisent comme ça. Et depuis, à coup sûr, le XVIIe siècle, toute construction d'Amsterdam doit faire des fondations qui sont prescrites d'une manière autoritaire et que la municipalité vérifie avant qu'on continue à construire au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'exigence de faire attention aux choses et de contrôler qui est dans la tradition. En même temps, c'est un pays extrêmement libéral au point de vue intellectuel, au point de vue économique, etc. Mais en même temps, la condition de la survie des Pays-Bas en tant que territoire, ça suppose que tout le monde soit d'accord sur un certain nombre d'exigences techniques. Ce qui n'est pas vraiment le cas de l'esprit français et qui n'est pas vraiment... Alors, je me suis dit, bon, d'un côté, les Anglais, on comprend très bien, puis j'avais préparé, j'allais vous parler d'Adelphi Terrace, qui est un très bel ensemble avec 2 niveaux de sous-sol, débarquement direct depuis la Tamise, dans les caves profondes, etc. Je ne vous en parle pas.
Et alors finalement, en France, puisque c'est là que nous sommes, quel est notre héritage qui nous permet d'appréhender avec audace et enthousiasme cette histoire du macrolot et de la superposition, etc. Eh bien, nous avons, dans les années qui ont suivi la reconstruction après la guerre de 39-45, nous avons inventé le grand ensemble. Le grand ensemble, qui était nécessaire parce qu'on manquait de logis, etc., etc. On a fait des petits grands ensembles, puis des moyens grands ensembles, puis des très gros ensembles. Et on a inventé, à l'occasion du grand ensemble, des techniques de préfabrication qui ont fait la force des leaders du BTP, Bâtiments et Travaux Publics en France, puisque parmi les 3 ou 4 premiers grands groupes mondiaux du BTP, il y a 2 Français. Pas si fréquent finalement. Hein. Bon, donc voilà, on a certes acquis une compétence et un volume dans le domaine du BTP, et du BTP en général et du BTP avec le béton en particulier, non négligeable. Bon, donc c'est bien, donc on est capable de le faire. Sauf que je me dis de temps en temps, on devrait quand même regarder ce qu'on a fait avec les grands ensembles, parce qu'il me semble que ce n'est pas ce qui va le mieux, j'ai déjà dit en introduction, mais je le redis, au cas où vous n'en seriez pas aperçu, ce n'est pas ce qui va le mieux finalement dans l'héritage urbanistique et social des années précédentes. Mais ça fait rien, m'expliquent les beaux esprits qui sont absolument convaincus que le macrolot est vachement bien, parce que il n'y a pas que le grand ensemble, et au moment où on a voulu sortir un peu, ou bien on a voulu être un peu plus mixte justement que le grand ensemble, on s'était dit que c'était un peu lassant, c'est ce schéma qui ressemble un peu au second ou au troisième là. On a voulu faire des superpositions et donc on a lancé dans le centre de quelques villes nouvelles un certain nombre de choses sur des dalles, vachement bien parce que du dessous on met les parkings, etc. Je suppose que vous avez entendu parler du Mirail à côté de Toulouse, fait par un architecte rempli de talent qui s'appelait Georges Candilis. D'ailleurs, j'étais absolument étonné dans une conférence il n'y a pas très longtemps à la gloire du macrolot de quelqu'un expliquant qu'ils avaient eu une idée nouvelle et absolument géniale qui était on prend une trame de 8 mètres. Je me dis, tiens, c'est la trame Candilis. Ça revient. Bien. Donc, la dalle. Donc, on fait la dalle. Et sous la dalle, il y a les parkings. J'ai habité un moment un immeuble à Paris où la profondeur entre le niveau, le sol visible. Après, quand on n'est pas dans le sol visible, on est dans le sous-sol. Il y avait 2-3 niveaux de réserve et de desserte par une rue intérieure des commerces, et puis en dessous, il y avait encore 5 niveaux de parking. On sait le faire. On sait le faire, on l'a fait, on en a fait pas mal. Et donc, la question de la dalle ne pose aucun problème de technique. On maîtrise tout, on l'a maîtrisé, on continue de le maîtriser. Sauf que, alors on maîtrise d'autant plus que, du point de vue technique, tout le monde sait faire, et qu'on a inventé un truc absolument merveilleux qui était parfaitement mis au point par les juristes s'occupant des questions du bâtiment dans les années 60 ou 70, qu'on appelle la division en volume. Ah oui, on ne va pas être stupide et continuer à faire du droit romain. Le droit romain, il est simple. Hein. Le Code Napoléon a repris le droit romain. Il y a un sol comme ça, le propriétaire du sol est propriétaire de tout ce qui est au-dessus, avec quelques réserves quand même qui peuvent être réglementaires, c'est qu'on n'a pas le droit de monter au-dessus. Et puis il est propriétaire de ce qui est en dessous jusqu'à un certain niveau, parce que tout ce qui est un peu plus bas, et surtout si ça a de la valeur, c'est l'État qui remet la main dessus. Mais enfin, bon. Donc, mais en principe, enfin, les Romains, eux, ils pensaient quand même qu'ils allaient jusqu'au centre du monde. Bien. Donc, la division en volume, ça consiste à dire, mais pas du tout. Ça, on est capable de dire, vous êtes propriétaire jusque-là, et puis monsieur
monsieur machin qui s'occupe de commerce, il est propriétaire de ça et d'une partie de ses réserves en sous-sol, mais monsieur truc qui s'occupe de je sais pas quoi d'autre est propriétaire de ça, il passe à peine là-dessus avec juste l'escalier qui etc. Puis il reprend un machin. On sait faire la division en volume, on sait écrire dans un contrat les responsabilités de chacun et ne vous inquiétez pas, si jamais il y a le moindre ennui, on sait qui doit payer. Parce que la question, c'est qu'évidemment, à un moment ou à un autre, quand c'est tout neuf, tout va bien. Au bout de 10 ans, vous savez qu'il y a une garantie décennale, déjà ça commence à aller moins bien. Au bout de 30 ans, il y a une autre garantie qui est 30 ans, alors là, ça va franchement plus mal. Et là se pose une abominable question, mais au fait, il faut réparer et qui paye ? Les juristes ont tout prévu, certes, sauf que, entre-temps, l'entreprise de construction, qui est responsable d'un certain nombre de choses, a été rachetée par une autre, qui a été rachetée par une autre, etc. Et c'est indémerdable. Vous ne retrouvez plus de responsable. Donc déjà, le recours vis-à-vis de l'entreprise, terminé. L'architecte peut-être vit encore. Bon, vous pouvez toujours essayer de lui demander de payer de sa poche, mais enfin, il ne le fera pas. Et le parking est géré par une société qui elle-même a été rachetée 3 fois, ou par une copropriété. Alors là, la copropriété est absolument géniale, parce que pour faire un certain nombre de choses vraiment difficiles, il faut quasiment l'unanimité des voix. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Il y a toujours quelqu'un qui n'habite pas la France, qui s'en fout complètement, qui n'a répondu à aucune lettre recommandée. Et donc, votre association syndicale qui doit prendre des décisions graves pour faire en sorte qu'il ne pleuve pas trop dans le parking ne peut pas les prendre. Au-dessus, vous avez une copropriété de gens qui sont rentrés là dans les années heureuses d'une économie prospère, ont pris une retraite qui n'est pas très très grasse, sont un peu gênés et qui ne veulent absolument pas entendre parler de payer pour un truc qui n'est pas le leur. En dessous, là, je vous raconte une petite histoire vraie et vécue. J'ai travaillé sur un endroit qui à Paris s'appelle la Dalle Villette et qui, si vous connaissez un peu la ville de Paris, il y a une porte qui s'appelle la porte de la Villette. À la porte de la Villette, de l'autre côté, c'est à Aubervilliers. C'est pas à Paris, c'est juste de l'autre côté de la limite. Il y a une grande tour, pas très émouvante du point de vue plastique, qui s'appelle la tour périphérique. Une astuce, on est en bordure du périphérique, donc vous voyez quand même. Et sous cette tour, enfin la tour plus les copropriétés qui sont aussi d'autres tours, mais la grande tour de bureau, elle fait 100 mètres. Les copropriétés ne montent pas à plus de 18 ou 25 étages, donc elles restent nettement en dessous des 70 mètres. Et puis, en dessous, sur quelque chose qui a à peu près la même dimension qu'un îlot de Cerda, 100 mètres sur 100. La dalle est au niveau du sol, ce qui fait que quand vous vous promenez, vous pouvez passer sur la dalle. Il n'y a pas l'affreux effet de la dalle, mon Dieu, il faut monter, descendre avec... Non, ça, c'est bien fait. La dalle abrite 2 étages de parking, plus des caves et des trucs comme ça dont je ne parle pas. La dalle abrite 1450 places de parking. Sur les 1450 places de parking, la moitié n'est plus occupée depuis des années pour différentes raisons qui tiennent. Soit à certains endroits, les étanchéités sont à refaire, elles sont parfaites, les gens ne veulent pas y aller. Soit, qui est quand même la raison, à mon avis, la plus sérieuse, vu l'endroit, c'est-à-dire sorti du périphérique, pas loin de l'arrivée de l'autoroute, c'est un endroit où ces deux étages de parking sont un lieu de trafic assez dur. Donc les gens n'ont pas trop envie, s'ils rentrent un peu tard le soir, d'aller mettre leur voiture au fond du parking dans un endroit qui n'est pas très éclairé, où il y a des gens qui trafiquent des choses qu'ils n'aiment pas trop voir. Et de temps en temps, quand ce n'est pas trop violent, c'est l'endroit de la prostitution. Alors, bon, ça ne va pas très bien. Au-dessus de ça, il y a des locaux associatifs qui abritent un certain nombre d'associations d'amitié entre la Chine ou le Vietnam et la France. Ça, c'est la dénomination polie de ateliers clandestins. Bien. Évidemment, les ateliers clandestins, officiellement, c'est des associations de la 1901 qui n'ont pas un sou, qui payent à peine, les gens payent à peine les cotisations. Et bon, donc,
il n'est pas question qu'ils mettent un centime là-dessus. Les copros au-dessus qui sont, comme je l'ai dit, des gens qui sont à la retraite, qui n'ont pas des retraites géniales, qui ont un niveau de vie qui a un peu baissé, etc., ne veulent pas payer pour le reste, etc. Et puis il reste encore 5 ou 6 bâtiments d'HLM qui, alors eux, sont exsangues. Bon, vraiment. Alors on va dire, mais oui, mais c'est pas... On peut évidemment retrouver le contrat d'origine, savoir les responsabilités, et puis commencer à faire que les uns fassent un procès aux autres pour qu'ils payent, mais personne ne paye. Donc le truc continue à être comme ça. Mais remarquez, ça va pas si mal, parce que dans la dalle voisine, de l'autre côté de la rue, où il y a un autre îlot, il y a aussi un parking en sous-sol, un peu moins grand, qui fait, je crois, 3 niveaux, mais je ne suis pas sûr, parce que je ne suis jamais rentré dedans. On ne rentre plus dedans, parce qu'il y a 2 niveaux qui sont pleins d'eau. Depuis des années, on ne sait pas pourquoi, ce n'est pas la nappe phréatique, c'est comme ça, et on ne sait pas quoi faire. Et on ne sait pas qui est responsable. Donc, ça, c'est une petite anecdote comme ça, tirée de ma vie professionnelle récente, mais je pourrais vous en raconter des tas d'autres. Bon, je ne vais pas vous en raconter trop, sauf que ce qui me semble absolument évident, c'est qu'on est en train de recommencer les superpositions, les trucs comme ça, quand vous voyez les difficultés que l'on a à faire le minimum d'entretien dans les halles de Paris, qui est quand même un minimum d'entretien relativement sérieux, parce que les normes de sécurité, alors je ne suis pas un obsédé de la sécurité, mais les normes de sécurité, s'il y a un accident dans les RER qui passent là, ça ne va pas être joli, parce qu'il faut arriver à sortir de là, et pour l'instant, ça n'a pas été fait pour qu'on en sorte avec le trafic et avec le monde actuel. Donc on a fait des choses très sophistiquées dont on sait qu'elles sont aujourd'hui soit carrément en dessous de l'eau, comme la seconde d'Alvillette, soit en cessation de paiement, comme dans certaines villes nouvelles sur lesquelles je travaille par ailleurs, et enfin, à la limite j'allais dire, sans faire de jeu de mots, de l'explosion, c'est-à-dire que s'il y a un accident relativement grave à l'intérieur du RER à la station Châtelet, on peut s'attendre à des choses assez vilaines. Alors, on est en train, en expliquant que tout ça, on ne veut pas le savoir, qu'avec les mêmes outils, avec des formes architecturales différentes, parce que maintenant on a trouvé des trucs dans le macro-lot pour faire de la diversité. Chaque fois qu'il y a une fonction différente, on va prendre un architecte différent qui fera une façade différente. Dessous, il y aura la trame de 8 mètres, qui est économique, comme chacun sait. Mais voilà. Donc, ça ne va pas ressembler à ce qu'on faisait des années 70. Et les revues sont déjà remplies d'images de synthèse expliquant le bonheur pour tout le monde dès demain ou dès après-demain, ou même déjà peut-être pour ceux qui sont dès aujourd'hui. Mais moi, je suis absolument effrayé de l'absence de mémoire qui caractérise notre monde professionnel et qui ne... Enfin, c'est quand même pas par hasard si le maire de Bobigny, aidé d'un certain nombre de valeureux architectes proches du Parti communiste, comme on dit dans un journal du soir, démolit la dalle du centre-ville de Bobigny parce qu'il ne peut plus gérer un truc horriblement compliqué. C'est pas par hasard si le maire d'Épinay, qui n'est pas du tout du côté du Parti communiste, à l'aide de Patrick Germe, qui n'est pas du tout un architecte du Parti communiste, démolit la dalle d'Épinay et fait en sorte que les commerces soient redescendus au niveau du sol, que les piétons soient sur le sol, que les taxis puissent passer là et que finalement ça soit pas trop loin du tramway qui va passer derrière. Enfin, bon, donc il y a un certain nombre de choses dont on sait pertinemment. Je ne vous parle pas du Mirail, dans lequel la grande illusion, qui était merveilleuse d'ailleurs, à l'époque où nous emmenions nos étudiants voir le Mirail comme étant quelque chose qui était la voie tracée vers l'avenir. Et c'était prodigieux, on pouvait passer au 9e ou au 13e étage, on pouvait passer de bâtiment en bâtiment et avoir une promenade comme ça. Mais alors depuis, comme le bâtiment X ne veut plus que les gens du bâtiment voisin prennent l'ascenseur, parce que c'est toujours le voisin qui casse l'ascenseur. Donc on a dit, allez, maintenant on recloisonne comme ça. L'ascenseur, il n'y a que ceux qui vont dans les appartements desservis par l'ascenseur. Point. On ne passe plus à côté. Donc, ce genre de montage, soit un peu léger sur le plan intellectuel, soit très optimiste, soit pensant que la société va éternellement s'améliorer et que l'harmonie va régner entre les peuples, etc., malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Et donc, on sait pertinemment que ça ne fonctionne pas. Alors, j'arrive là à la conclusion
Pas mal, hein? 22h04 moins 1 heure. Première conclusion, ce qui m'est apparu avec une grande efficacité, enfin une grande clarté, c'est que ce qui est en train de se passer par le biais du macro-lot et de tout ce que j'ai raconté est en fait une opération de concentration. Alors vous allez me dire, attention, il tient un vocabulaire quasiment marxiste. Pour autant que ça a encore du sens de parler de Marx aujourd'hui. Mais enfin, disons qu'il tient un vocabulaire quasiment marxiste. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau fraîche pour dire la conclusion avec un peu plus d'élégance. Bien. Donc ce qui me semble, c'est qu'on voit aujourd'hui un phénomène de concentration de la commande. C'est-à-dire le macro-lot qui associe plusieurs fonctions, dont du logement, éventuellement du logement locatif libre et de la copropriété, éventuellement du logement locatif libre ou de la copropriété et de l'accession sociale et ou un peu d'HLM et ou du commerce et ou des bureaux et ou je ne sais quoi encore. Pour monter tout ça, il faut un gros groupe financier. Donc, ce que je crois m'apercevoir, et ça, je n'ai pas l'impression, mais je le relirai ce soir, je n'ai pas l'impression que Lucan ait mis le doigt sur cette question-là. Donc, vous pourrez lui poser la question. Au fait, est-ce que vous ne pensez pas que... Donc, ce que je pense, c'est qu'on voit aujourd'hui, par le biais du macro-lot, du super-lot, etc., une concentration de la commande, qui est exactement l'équivalent de ce qui s'est passé dans les années 60-70, avec la concentration, non pas de la commande, mais de l'exécution. On a lancé des programmes qui étaient obligatoirement des programmes préfabriqués, auxquels ne pouvaient répondre que les grosses entreprises. Donc on a liquidé les entreprises moyennes. Depuis, d'ailleurs, les grosses entreprises se sont concentrées. Donc on arrive... Si on veut lancer un PPP, partenariat public-privé, très à la mode en ce moment, d'une importance un peu grande, je ne parle pas d'un petit PPP pour faire 25 000 mètres carrés chaunes, ça c'est... Même une entreprise locale pourrait le faire. Mais si on veut faire... combien est-ce qu'il faisait le PPP du ministère de la Défense ? 400 000 mètres carrés ? Là, vous pouvez dire, on va lancer un truc... On va faire un dialogue compétitif entre trois groupes. Il n'y a que 3 groupes qui peuvent répondre. Hein ? Bouygues, Vinci, et puis le troisième, vous demandez lequel c'est. Voilà. Bon. Et comme ces mêmes groupes qui déjà se partagent toutes les opérations un peu importantes, et on a quand même, alors je ne sais pas si Marseille étant un peu loin de Paris, vous dire peut-être qu'on a réussi à conserver ici un tissu de moyenne entreprise qui est capable de faire agréablement 50 logements. Parce qu'il reste encore le petit artisan qui peut vous réparer votre baignoire, à la rigueur. Mais ou construire une maison. Mais l'entreprise moyenne, elle a quand même en France été liquidée au profit des grands groupes. Ce qui en soi, moi, du point de vue moral, ce n'est pas vraiment mon problème, sauf que je vois que le résultat, c'est quand même un peu compliqué. Hein, ça, bon. Eh bien là, on est en train de faire la même chose avec les investisseurs. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus y avoir que les gros groupes. Et curieusement, les gros groupes appuyés sur quelques banques, mais par ailleurs appuyés sur les grands groupes du BTP, sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a Vinci Immobilier, Bouygues Immobilier, et puis encore un troisième dont j'ai oublié le nom. Donc, après le premier coup de concentration des années 70, où on a liquidé les petits entrepreneurs, maintenant, on va liquider les petits promoteurs. Voilà, en gros, à mon avis, ce qui va se passer. Ça, c'est la conclusion pessimiste. Mais j'ai une deuxième conclusion. Jeunes gens, vous avez de la chance, parce que dans 30 ans, allez, 35, parce qu'il faut passer la trentenale. Dans 30 ans, vous aurez du travail. Il va falloir retrousser vos manches, parce que vous allez voir tous les trucs qui fuient, tous les machins indémerdables.
Et là, on demandera des architectes artisans qui, mal payés et travaillant le week-end sur la table de leur cuisine, trouveront la solution pour sortir de ce truc indémerdable. Donc voilà, bonne soirée. Dans 30 ans, on se revoit.